Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de French Gaming. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de water cooling custom. Je vais vous partager mon expérience après plusieurs années et je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas en 2023, bientôt 2024, de partir sur un water cooling. Donc, est-ce que c'est utile, oui ou non? Donc, on va commencer tout de suite cette vidéo. Et donc, alors, attendez, je vais vous montrer un petit truc. Pour commencer, regardez, on va taper Waterblock CPU. Donc, vous voyez, ça, c'est des Waterblock CPU pour le processeur. Donc, alors, vous voyez, il y en a qui ont les entrées et sorties d'eau placées comme là, comme celle-ci. Là, vous voyez, un là, l'eau rentre là et sort ici. Donc, ça vient couvrir toute la surface. Donc, il y a des waterblocks qui sont conçus comme celui-là et il y en a d'autres, par exemple, qui ont le trou au centre. Donc, ça vient injecter l'eau directement au centre et ressortir là. Donc, ça va dépendre de votre processeur, comment il est conçu en fait. Ces puces à l'intérieur, il faut que vous vous renseigniez sur votre processeur et si tout est concentré sur le centre, il va mieux vaut partir sur un waterblock de ce type-là. Donc après, il n'y a pas que ça, il y a aussi la qualité des matériaux et le débit, parce que chaque waterblock a des débits différents, donc il faut prendre celui qui laisse toujours le plus passer l'eau. Donc en respectant ces trois critères-là, vous pouvez gagner entre 5 et 10 degrés, donc c'est pas négligeable, hein, par rapport à si vous prenez demain un waterblock comme ça au hasard. Donc renseignez-vous quand même bien avant sur ça. Donc pour revenir à la vidéo, est-ce que c'est utile un water cooling en 2023? Ben écoutez, oui, ça dépend. Pour quelqu'un qui recherche l'esthétique, quelqu'un qui recherche le silence et les performances, c'est utile. Mais il faut savoir que silence ne va pas toujours avec performance, parce qu'un water cooling, si vous recherchez un maximum de silence, bah, ça veut dire quoi? Vous allez devoir diminuer la vitesse de vos ventilateurs et vous allez devoir diminuer aussi la vitesse de la pompe. Et le problème, c'est qu'en diminuant la vitesse de la pompe, sans de là ne plus l'entendre, parce que les pompes font quand même du bruit, hein, même les meilleures, bah, le problème, c'est que même si vous la descendez au maximum jusqu'à ne plus l'entendre, le problème, c'est que vous aurez peut-être pas suffisamment de débit d'eau. Donc l'eau va pas forcément bien circuler, surtout, alors après ça va dépendre de votre circuit. Si vous avez un radiateur, ça va encore, mais si vous mettez 2 radiateurs ou des radiateurs qui sont trop gros, ça va être compliqué de ne pas entendre la pompe. C'est pour ça qu'en général, on met toujours un petit peu plus fort les ventilateurs pour qu'ils prennent le dessus par rapport au bruit de la pompe. Donc en soi, pour moi, le water cooling, certes, c'est toujours plus silencieux que les ventilateurs d'une carte graphique qui s'emballent lors d'un jeu. Ça sera toujours plus silencieux et plus efficace, mais vous n'aurez pas le silence absolu, clairement pas. Donc le silence absolu pour moi, vous l'aurez si vous partez sur un ventirad de très haute qualité et donc pour le processeur, et si vous partez sur une carte graphique avec un radiateur et des ventilateurs qui sont très silencieux. Donc notamment sur les dernières RTX 4080, 4090 qui sont très, très imposants. Ça refroidit énormément bien, ça dissipe énormément la chaleur. On est sur des puces qui chauffent pas forcément énormément non plus. Donc là, vous pouvez des fois avoir un meilleur rapport silence-performance que si vous passez tous sous eau. Donc là où ça va être utile, ça va être surtout pour gagner en performance. Si par exemple vous avez une carte graphique bah, qui ne refroidit pas correctement, parce que voilà, vous n'avez pas forcément, le radiateur n'est pas adapté, vous n'êtes pas sur un modèle qui est réputé pour son silence, pour vous, ça fait trop de bruit et en plus, ça ne refroidit pas correctement, ben, du coup, là, oui, il faut partir sur un water cooling, c'est utile parce que vous allez pouvoir débrider les performances de la carte graphique, elle ne sera plus limitée, façon de parler, hein, parce que c'est un peu un service vicieux, hein. Moi, mon expérience, je vais vous dire, c'est-à-dire que euh, quand on passe sous la carafixe sous eau, en fait, elle va tellement avoir de marge du fait que la puce est refroidie, eh ben, elle va faire quoi? Elle va monter en fréquence. Donc, du coup, vous ne serez plus bridé, vous allez pouvoir exploiter toute la performance
de du composant, enfin de la carte graphique principalement et des fois elle a tendance même à trop s'emballer donc du coup elle va encore monter pour pouvoir encore plus tirer les performances et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va commencer un petit peu à chauffer parce que bah, vous allez aussi vouloir, peut-être un peu de silence, vous allez si vous passez sur l'intercooling, le but c'est de ne pas avoir autant de bruit que quand, que la carte graphique d'origine. Donc, vous allez, essayer de trouver un rapport, silence performance et bah, finalement vous allez quand même devoir, légèrement brider aussi la carte graphique au bout d'un moment de toute façon parce que, en hiver moins, mais quand on arrivera, en été, Heu, ça va, ça va chauffer fort quand même, hein. C'est pas parce que vous êtes sous eau que ça chauffe pas, hein. Clairement, l'eau faut savoir que dans un water cooling, l'eau, se base souvent sur la température ambiante, donc ça influe énormément sur la température de l'eau. En général, la température de l'eau d'un water cooling est 5 degrés plus élevée que la température ambiante de votre pièce. En été, ça peut être 10 degrés de plus et 5 ou 10 degrés de plus, ça peut rajouter des fois, 20 degrés en plus sur la carte graphique et sur les composants. Donc, il suffit que vous ayez par exemple sur une boucle le processeur, la carte graphique. Moi par exemple, j'ai les VRM de ma carte mère en plus. Donc tout ça à refroidir. Moi j'ai 2 radiateurs de 360. Donc ça demande quand même un certain débit pour pouvoir, traverser tout ce circuit et pour pouvoir avoir des performances correctes et un refroidissement, optimal et ben, je peux vous dire que la pompe, ça va être très compliqué, de ne pas l'entendre. Donc finalement, on n'a pas un silence, absolu, mais certes, ça fait toujours beaucoup moins de bruit que, des ventilateurs de certaines cartes graphiques. Mais après ça va dépendre parce qu'une pompe, ça peut faire un bruit, assez aigu. Donc, c'est quelqu'un qui aime pas les bruits aigus comme par exemple, les bruits des Colway, de toutes ces de tous ces petits bruits-là, il y en a qui aiment pas, bah, ils peuvent le retrouver sur la pompe et puis il faut savoir un truc, c'est que les pompes de water cooling, elles peuvent fonctionner 1 mois, 6 mois, 1 an sans problème et c'est rarement le cas. En général, au bout de 3 mois, on commence déjà à avoir des bruits bizarres sur les pompes, on ne sait pas pourquoi. Alors certes, c'est garanti, hein, souvent heureusement, du coup ça permet de renvoyer en garantie, la pompe. Mais si pour le constructeur, pour lui, il y a rien d'anormal, bah, voilà, ça change rien et on vous la renvoyer, je pense pas qu'ils vont vous la rechanger à chaque fois qu'il y aura un petit bruit parce que c'est ce qui arrive souvent dès que les roulements commencent un peu à s'user, à fatiguer, on commence à avoir des bruits bizarres et ça peut arriver au bout d'un mois, 3 mois, 6 mois. Donc moi, ça m'est déjà arrivé aussi sur, plusieurs pompes. Au bout d'un mois, au bout de 3 mois, 6 mois et même avec des pompes, très haut de gamme de chez EK, ça arrive aussi. Bon, après, des fois, il suffit de monter un petit peu la puissance des ventilateurs et ça prend le dessus et voilà donc en soi, ça fait toujours quand même beaucoup, beaucoup moins de bruit. 2 fois moins de bruit qu'une carte graphique en pleine charge avec tous ces ventilateurs à fond, qui ça fait toujours moins de bruit, c'est sûr. Donc c'est très utile quand même de ce côté-là et pour ce qui est des performances des composants, ben, la les composants vont moins se brider et donc vous allez avoir un peu plus de performance, voilà. Mais ce sera pas non plus, des performances, ça sera pas non plus un truc de fou, je vous le dis clairement. Les tous les composants vendus, les cartes graphiques vendues à l'heure actuelle sont déjà pré-réglés d'usine pour fonctionner à telle et telle température, pour fonctionner à telle et telle fréquence. Ça va se jouer à 10 des fois 15 maximum en plus. Si vous avez un water cooling, vous allez la débrider, mais voilà, des fois, c'est pas, des fois, il y a des cartes graphiques qui, quand on les overclock, perdent en puissance, hein, perdent en FPS, hein, ça arrive. Il y a des cartes graphiques où on peut les booster, au max, débloquer la tension. Bon, maintenant, on peut plus trop, mais on peut monter la fréquence. Mais des fois, on a beau monter la fréquence, si la tension, on peut pas la bouger, bon, des fois, on perd en performance, en fait. Donc voilà, c'est utile, dans le sens aussi, où vous achetez des SSD, PCI 5 là, les derniers qui arrivent là, les Gen 5, ça chauffe à mort ça. Donc ça oui, là, ça peut être très utile de les refroidir sous water cooling. Les processeurs, c'est utile,
Oui et non, parce qu'en fait, maintenant, on arrive à un stade où les processeurs sont tellement puissants et chauffent tellement qu'en fait, on n'arrive même plus à les refroidir. Moi, je vous le dis clairement, hein, tout ce qui est, processeur X3D, les Intel de dernière génération, les 14000 qui chauffent encore plus que les derniers AMD là, c'est compliqué de les refroidir. Très compliqué, voire presque impossible en fait. Ils sont pré-réglés pour atteindre une température, et cette température, une fois qu'elle est atteinte, bah, si le refroidissement est OK, bah, les performances, les temps et les horloges seront à leur maximum, mais c'est rarement le cas. Parce que quand vous vous retrouvez avec un processeur à 12 cœurs, 16 cœurs, 32 threads et que les 16 cœurs, vous voulez les faire tourner à la fréquence que le constructeur donne, maximum, par exemple, 5,4 GHz, quand vous achetez un processeur, c'est souvent écrit, fréquence de base et fréquence, max boost. Donc, par exemple, fréquence de base 4.2, donc ça, vous allez pouvoir les atteindre, facilement avec un water cooling. Par contre, les 5.4 qui disent, c'est clairement pas sur tous les cœurs. Et si vous les avez sur tous les cœurs, en fait, c'est même pas fait pour être, poussé sur tous les cœurs. C'est des fréquences boost pour aider, certains cœurs quand ils sont utilisés plus que d'autres et à ce moment-là, ils vont pouvoir, être boostés au max. Mais booster tous les cœurs à 5.4 par exemple, c'est très compliqué même en water cooling en fait, hein. Ça monte en température et ce qui fait qu'on atteint la température limite et le processeur, au bout d'un moment, va brider. Donc vous allez pouvoir atteindre cette température-là peut-être sur, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes sur un stress test, sur un Cinebench ou un OCCT. Au bout de 20 secondes, 30 secondes, vous allez commencer à voir, diminuer. Vous allez atteindre la température, max et vous allez commencer à descendre à 5.3, 5.2, 5.1 et peut-être vous allez rester sur 5 GHz sur tous les cœurs, hein, ce qui est déjà très, très bien. Mais ça, c'est des choses qu'on atteint avec des water cooling custom, déjà de très haute performance, hein. Les X3D par exemple de chez AMD, avec le cache, 3D empilé, par-dessus, où il y a une dissipation qui est extrêmement mauvaise, surtout sur le 5800. Sur les autres, c'est pas mieux, hein, les séries 7 de toute façon. Heu, c'est presque impossible de les refroidir. Alors je parle bien sûr en stress test. En jeu, ça chauffera moins, te toute la composition du processeur ne sera pas utilisée, il y aura pas de souci à ce niveau-là. Mais, si, vous stressez le CPU, vous verrez que c'est très compliqué de garder les températures, même avec les meilleurs, water cooling possibles. Donc, là, du coup, pour moi, c'est inutile le water cooling, hein. Clairement, j'en ai fait les frais, je m'en suis rendu compte qu'en fait, on est clairement dépassé au niveau des water cooling pour le moment, pour refroidir, les processeurs actuels, du fait aussi de leur conception, qu'ils ont une mauvaise dissipation thermique et tant qu'ils auront une mauvaise dissipation thermique, la charge de chaleur ne sera pas correctement, répartie sur l'ensemble du processeur, bah, on n'arrivera pas à les refroidir, hein, clairement. Mais ça, vous pouvez faire des recherches très approfondies sur ça et vous allez trouver. Il y a beaucoup de pros qui en parlent sur certains forums américains aussi où ils le disent clairement. Ils disent: «Bah, c'est bizarre, mon X3D, en stress test, au max, bah, j'ai mes ventilateurs, j'ai mes radiateurs qui sont froids». C'est tout simplement parce qu'il y a une mauvaise dissipation, au niveau du cache qui est au-dessus de la puce et bah, ce qui fait qu'en fait, il y a le point de chaleur va pas être réparti sur l'ensemble, il va plutôt être sur un point, spécifique et ça suffira pas pour, remonter à l'ensemble du water block et ainsi, hem, passer dans tout voilà, pour faire circuler la chaleur en fait, ça mais ça vous en rendrez peut-être compte vous en rendrez peut-être compte de quoi je parle, en tout cas voilà. Donc voilà, utile, oui et non. Voilà, en plus ça représente un budget, un très gros budget. Alors certes, c'est esthétique, votre PC peut prendre de la valeur, mais pour qu'il puisse prendre de la valeur, pour ça, il faut que vous montez un PC, unique en son genre, magnifique, que vous ayez bien travaillé vos tuyaux, rigides et cetera, voilà, il faut que vous ayez une grosse config dedans pour qu'elle perde pas de valeur, qu'elle perde pas trop de valeur 1 an après ou 2 ans après et à ce moment-là, oui, vous pouvez, hem
gagner de l'argent sur votre PC si vous le revendez. Il peut prendre de la valeur, mais encore ça, c'est subjectif parce que beaucoup d'acheteurs maintenant se méfient de plus en plus des pièces d'occasion. On sait très bien qu'un water cooling, la garantie, elle est perdue sur la carte graphique. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs-là qui fait qu'au final, ben, vous pouvez vous retrouver avec un PC water cooling à vie parce que vous n'arriverez pas à le vendre. Donc du coup, bah, pas utile, hein, clairement pas. Alors bien sûr, vous n'arriverez peut-être pas à refroidir au maximum les processeurs actuels, même avec le meilleur des water cooling, comme je vous ai expliqué, dû à la mauvaise conception des processeurs pour dissiper la chaleur. Mais quand même, ça permettra quand même de refroidir le processeur et vous pourrez quand même atteindre de très bonnes fréquences. Et en jeu, de toute façon, en jeu, c'est rare que tous les cœurs soient utilisés en même temps. Donc en général, ça va être toujours deux par là, 4 par là, allez, des fois 6. Et encore, c'est pas tous les jeux qui gèrent 8 cœurs. Et quand ils vont les gérer, ils vont des fois même pas les utiliser les 8 à 100%, ils vont les utiliser les 8 peut-être à 30, 40%. Ça va dépendre de la charge que le jeu demande au processeur. Donc au final, le processeur va pouvoir se permettre justement de monter les fréquences à certains cœurs quand il le faudra, quand il y aura un pic quand il y aura par exemple une explosion dans le jeu et que voilà, ça tire sur le processeur, ou que d'un coup il y a 50 bots qui sont affichés, ben voilà, s'il y a besoin de 4 cœurs, ces 4 cœurs-là vont pouvoir taper au max si les autres 4 cœurs sont, euh, sont au ralenti. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça que ça marche, hein, en vrai. Surtout que si vous avez dans une boucle votre processeur, plus votre carte graphique, plus encore les VRM de la carte mère par exemple, déjà là, ça chauffe plus, hein. Clairement, c'est vous rajoutez encore 10 degrés sur le processeur direct. Donc c'est du coup plus de mal encore à refroidir, vous voyez? Hem, Quoi dire d'autre, hein? On a fait un peu le tour. Alors c'est utile, est-ce que c'est utile, par exemple pour refroidir, les VRM de la carte mère? Alors oui, ça va être utile, pour les très gros overclock. Voilà, pour les très grosses cartes mères, plus les composants de la carte mère sont refroidis, plus elle va pouvoir aussi, mieux gérer le processeur. Les VRM, ça joue quand même un peu. Mais pas tellement que ça finalement, parce que les VRM sont capables d'encaisser de très hautes températures, voilà, avant que la carte mère commence à brider ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand on commence à taper dans des gros overclocks CPU, ça a tendance à faire chauffer les VRM de la carte mère et d'autres composants de la carte mère, les chipsets, etc., etc. Et c'est là que ça peut devenir utile. Par exemple, quelqu'un qui a plusieurs SSD sur sa carte mère, il y a des cartes mères qui ont des fois 5 slots SSD par exemple, il y en a peut-être 2 qui vont être gérés par le processeur et 3 qui vont être gérés par le chipset de la carte mère. Bah là, ça peut avoir le coup de refroidir le chipset de la carte mère. Parce que si vous utilisez tous les SSD en même temps, quelqu'un qui fait du travail, voilà, qui fait des trades, des charges lourdes, qui utilise énormément tous ces SSD, qui fait beaucoup de transferts entre SSD et tout, et ben là, ça peut avoir le coup de refroidir le chipset de sa carte mère. Alors ça, vous allez plutôt les refroidir avec des waterblocks, on va dire, comment est-ce dire ça, ça va être des waterblocks, on va dire, que vous allez trouver ou créer vous-même, hein, parce que c'est très rare de trouver des waterblocks spécialement conçus pour le chipset de la carte mère. Mais en tout cas, c'est un des éléments qui chauffe, je trouve, beaucoup sur les cartes mères. En tout cas, après, ça va dépendre aussi du dissipateur qu'il y a dessus, hein. Donc voilà, hein, quoi vous dire de plus, je peux rien vous dire de plus, hein. En soi, c'est très, vous voyez, c'est très, moi, je suis très mitigé à l'heure actuelle. Si je devrais repartir sur une configuration, je pense que je repartirai pas sur du water cooling. Je pense que je partirai sur du Ventiride, que ce soit pour le processeur et la carte graphique. Je me ferai même pas chier. Je prendrai un boîtier avec un airflow de fou et et si vraiment je recherche le silence absolu, je tape dans du très haut de gamme en boîtier insonorisé au max
et avec au moins une entrée d'air à l'avant et une sortie d'air, extérieure. Je sais que ça chauffera, mais je briderai un petit peu les performances, mais voilà, là, je sais que j'aurai mon silence et si j'ai des problèmes de call whine ou quoi sur la carte graphique, à ce moment-là, je bride un petit peu la carte graphique au niveau des fréquences, ça fait tout de suite diminuer les call whine et voilà, mais je pense pas repartir sur du water cooling parce que premièrement, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, ça devient, on en devient addict. On veut toujours rajouter une pièce en plus, sachant qu'il faut toujours des pièces en plus parce on va vouloir mettre un capteur pour connaître la température de son eau. On va vouloir mettre un débitmètre pour savoir le débit de son eau. On va donc tout ça, ça coûte ça c'est de l'argent en plus. Ensuite, on va vouloir refroidir sa carte graphique. Après, on va vouloir refroidir son processeur. Après, on va vouloir refroidir sa carte mère. Après, on va vouloir refroidir ses barrettes de RAM. On va vouloir refroidir ses SSD. Donc au final, après, on se retrouve à vouloir tout refroidir. Puis après, on se retrouve avec des radiateurs qui ne suffisent plus. Donc on va devoir rajouter soit un plus gros radiateur, soit un radiateur en plus. On va se retrouver avec une pompe qui commence à galérer, on va peut-être vouloir ajouter une deuxième pompe. Voilà, ça n'en finit plus et au final, on se retrouve avec une grosse bête parce que voilà, il va falloir sûrement acheter un boîtier encore plus gros. Alors certes, ça sera très joli, ça sera super beau, on atteindra, les performances, maximales et encore c'est pas sûr de tous nos composants. En tout cas, on va pouvoir quand même les exploiter, au moins à 90, c'est déjà très bien et mais voilà, ça s'arrête là, en tout cas. Donc quoi penser de plus? Ben, utile aussi peut-être dans le sens et encore ça c'est approuvé, moi après plusieurs années, 4, 5, 6 ans, j'ai même pas pu, le prouver, mais est-ce que ça rajoute une longévité à vos composants? Bah, je sais pas, en fait ça dépend. Ça dépend si de base elle est bien refroidie, ça non. Ensuite, si elle chauffe vraiment énormément la carte et que vous souhaitez la garder, 2 ans après la garantie, donc sur du long terme, il y a des gens qui aiment garder leur matériel pendant 5 ans. Ils aiment pas changer tout le temps, de matériel parce que ça voilà, ils ont pas que ça à faire et puis il y en a, ça coûte cher pour eux. Donc normalement, oui, si vous refroidissez toutes les parties de la carte graphique, par exemple, bah, elle est censée, s'user moins et durer plus longtemps, hein, parce que les composants n'aiment pas la chauffe excessive, hein. Au bout d'un moment, ils vont s'user à cause de la chauffe. Mais finalement, je suis mitigé là-dessus parce qu'il n'y a pas que la chauffe, il y a aussi les régulations de température. Et le matériel électronique prend un coup aussi lors des changements de température, froid, chaud, froid, chaud. Donc au final, l'usure, elle se fait aussi comme ça. Et vous n'êtes pas à l'abri d'une coupure de courant, dans l'année, donc ça aussi, ça prend un coup. Vous n'êtes pas à l'abri d'un mauvais pilote logiciel lancé par la marque et qui vous foire la carte graphique, c'est déjà arrivé, hein. Ou alors tout simplement un pilote logiciel qui débride la carte graphique pour lui envoyer encore plus de puissance, plus de FPS, bah, pareil, ça va l'user aussi. Donc au final, Hem, le water cooling, oui, il va refroidir les composants, mais vous allez aussi avoir des gros changements de température parce qu'un water cooling, le quand vous allez envoyer la carte en température et qu'elle va être par exemple à 60 degrés en pleine charge, vous êtes en jeu, voilà, elle utilise à 100, vous êtes à 60, 70 degrés sur la température de jonction par exemple. Quand vous allez arrêter le jeu, le water cooling va réduire la température, vous allez passer de 70, vous allez passer à 35 d'un coup. Vous imaginez, c'est sur une carte graphique avec un radiateur d'origine, ça descend beaucoup plus progressivement. Mais sur un water cooling, ça va direct, ça va redescendre à 35-40 direct, hein, donc ça, c'est pas forcément, bon pour les composants. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses à prendre en compte, en fait, dans tout ça et moi, je pense que, ça utile, oui, mais non, pas vraiment. En 2023, vous allez perdre plus d'argent qu'autre chose parce qu'on voit bien que tous les 2 ans, il y a des nouvelles cartes graphiques, des nouveaux composants qui sortent. Vous achetez une carte graphique, des fois, on ne sait pas pourquoi, bah, 2 mois après, elle a perdu 100 €. Alors si elle prend de la valeur, tant mieux suivant les cartes graphiques, mais il y en a où, au bout de 2 mois, 3 mois, ben, il y a un Black Friday, il y a un truc, et hop, elles sont en promotion, 100 €, 200 € en moins. Et puis d'occasion, on sait que ça se vend encore 100 € en moins. Donc au final,
Si c'est pour, perdre de l'argent déjà de base sur la carafique et en plus et après en rajouter parce que vous allez devoir racheter un waterblock et ainsi de suite, pour au final, vous êtes même pas sûr d'arriver à la revendre la carafique 2, 3 ou 4 ans après parce que, bah, elle est sous eau et il y a plein de gens qui n'aiment pas, se casser la tête avec des water cooling. Bah, du coup, là, c'est pas du tout utile, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'était mon ressenti. Je pourrais vous parler des heures de water cooling, de beaucoup de choses. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, donc là, c'est le petit logiciel HW Info. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai toutes mes températures affichées, en tout cas, toutes celles ce dont j'ai besoin. Donc là, je suis sous eau. J'ai la température de l'eau qui est affichée ici. Donc, elle est à 26 degrés. Donc, je suis à peu près à 20, 21 en température ambiante. Donc, c'est à peu près 5 degrés en plus. Voilà. Euh, j'ai la température du point chaud, donc de jonction de ma carafique à 33 degrés. Donc, vous voyez, c'est de très bonnes températures. La puce en elle-même, elle est à 29 degrés. La température de jonction de mémoire GPU est à 30 degrés. Tout ce qui est phase d'alimentation, tout est à 30, 29. Voilà, c'est sûr qu'on est sur de très très bonnes températures en repos, en mode repos, sachant que mon water cooling est réglé pour avoir pour vraiment ne pas faire beaucoup de bruit, hein. Il est vraiment, là, il est réglé en silence, mais j'entends un petit peu quand même j'entends un léger souffle de ventilateur et j'entends un léger souffle de pompe quand même. Je peux pas aller plus bas, sinon le débit, il n'y a plus assez de débit pour passer à travers mes deux radiateurs et tout. Mais ce qui est l'avantage, c'est vrai quand même, c'est que du coup, on règle, une fois qu'on a trouvé le rapport euh, bruit, perf et tout. Ce qui est bien, c'est que si on règle à ce niveau-là, ça bouge plus. C'est-à-dire que vous soyez en jeu, que vous fassiez ce que vous voulez, ça va pas monter, descendre. Enfin, vous n'êtes pas obligé de régler. Vous pouvez régler un truc. Moi, j'ai réglé de façon à ce que voilà, la carafique, je sais qu'elle va pas dépasser 65 degrés en température de jonction en jeu, là, voilà, comme c'est réglé là. Donc là, j'ai mon SSD M2 qui est à 43 degrés en pleine charge sur plusieurs heures de session de jeu, par exemple. Il atteint 55 degrés. Le maximum que je l'ai vu atteindre, c'était 60 degrés, 65 en été. Soit il va pas plus loin, donc il a un dissipateur d'origine dessus, il va pas plus loin, donc inutile de le passer en water cooling. De toute façon, il bride qu'à partir de 70 voire 75 degrés. C'est à partir de ce moment-là que la puce se détériore. Donc en soi, en hiver, il dépasse jamais les 55 degrés, donc voilà, aucune utilité de passer le SSD. Donc là, on est sur un Gen 4. Un Gen 5, à mon avis, les températures ne seront pas les mêmes. C'est sûr, ce sera 10, 15, 20 degrés en plus. Ça, c'est sûr, même avec un dissipateur. Ma RAM DDR4, elle est à 32-33 au repos. En pleine charge, elle est la charge des autres composants, elle dépasse pas 45 degrés. Donc voilà, pareil, inutile de la passer sous eau. Donc là, j'ai les températures des VRM de la carte mère. Donc eux, c'est pareil, ils dépassent pas 45 degrés. Bon, du coup, ils sont sous eau. Ça, c'est la température du chipset, 38 degrés au repos, environ 46 degrés en pleine charge. Donc voilà, pas de souci à ce niveau-là aussi. Alors tout ça, c'est des températures qu'on arrive à avoir du fait que quand on a un water cooling, on essaie de placer, de placer les radiateurs et faire en sorte qu'il y ait un flux d'air direct, c'est-à-dire que l'air elle rentre, elle sort tout de suite. On fait en sorte qu'il n'y ait pas d'air qui se propage à tout l'intérieur du boîtier, ce qui arrive souvent quand on n'a pas de water cooling, euh, qu'on a un radiateur de processeur qui dégage de la chaleur dans le boîtier, ou quand on a aussi les ventilateurs à carafe qui dégagent tout dans le boîtier. Eh ben, ça crée beaucoup de chaleur dans le boîtier, ce qui va faire chauffer les composants aussi, les autres composants, la RAM, tout ça. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que c'est plus utile un water cooling, parce que du coup, ça permet de garder, de maîtriser les températures de tous les autres composants. Donc, vous voyez là, j'ai mes deux radiateurs. J'ai mes deux, donc voilà, ventilateur bas et haut, donc ça c'est mes deux radiateurs. Et tout ce qui est arrière, c'est juste des ventilos qui viennent rapporter un peu plus d'air.
Donc ils sont réglés à 1100 tours minute. Voilà, la pompe elle est réglée à 3000 tours minute. Ça, c'est le meilleur rapport perf-silence en fait. Mais vous descendre plus bas, vous allez peut-être, vous allez, si on descend plus bas les ventilateurs, on va peut-être moins les entendre ou peut-être plus du tout les entendre, arriver à 800-900 tours minute. Mais vous allez entendre la pompe. Vous allez quand même entendre un petit bruit de pompe parce qu'elle brasse l'eau. Donc vous allez vouloir descendre quoi en dessous de 3000, ça va être, c'est-à-dire quoi, 2500, 2000. Ouais, là vous allez plus du tout l'entendre, mais elle brassera plus assez d'eau. Elle n'arrivera plus à nourrir assez. Elle n'arrivera pas à nourrir les deux radiateurs et tout. Donc en fait, voilà, vous n'arriverez jamais à avoir un silence à 100%. Et puis là, bah, on a le processeur voilà, qui refroidit aussi. Et on dépasse pas, je dépasse pas 65 degrés en jeu. C'est un X3D, 8 cœurs. Je 16 threads, c'est un 5800 X3D, voilà. Je dépasse pas 65 degrés en jeu. Sur Battlefield, je tape dans les 70-75. Et si je fais un stress test CPU, sachant que là, il y a quand même la carte graphique, les VRM de la carte mère qui sont tous sur le même circuit, donc ça fait forcément augmenter la chaleur de tous les autres composants qui sont dans la boucle. De toute façon, si je lance un stress test, le circuit n'arrive clairement pas à refroidir le processeur. Parce que surtout que sur ce modèle-là, on a le cache qui est complètement empilé au-dessus, mal réparti, c'est impossible. Ça, c'est un processeur, il est impossible à refroidir de toute façon, sauf en faisant un délide. Et à ce moment-là, on perd 10-15 degrés. Et à ce moment-là, oui. Mais sinon, c'est impossible. Donc voilà, hein, j'ai pas plus de choses à vous dire que ça. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi les en commentaire, je vous répondrai volontiers, sans aucun problème. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vous réponds. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu vous partager des informations quand même très importantes. Et normalement, bah, maintenant, vous savez, si vous hésitiez à acheter un water cooling ou pas, ben, normalement, avec tout ce que je vous ai dit là, bah, vous devriez arriver à faire le pour et le contre. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Et puis prenez soin de vous et, euh, et voilà, bah, je vous dis à bientôt.